Elite Organisation, cabinet référence pour faciliter vos démarches lean et améliorer vos performances, vous présente le 18h Éco. Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous économique hebdomadaire. C'est le 18h Éco avec Yannick Lenné. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous. On va bientôt, bien sûr, revenir sur l'actualité de la semaine. On commence avec l'arrivée sur Nantes de Uber. C'est une application qui a provoqué une colère monstre chez les taxis. Oui, malgré les critiques et les procès, l'entreprise américaine poursuit son déploiement en France. Cette semaine, elle a lancé son réseau Uber Pop à Marseille, Strasbourg et donc Nantes. Ce service est disponible sur smartphone et il met en relation des particuliers et des chauffeurs amateurs avec leurs véhicules personnels. Concurrence déloyale, travail dissimulé, dénonce les artisans taxis de l'agglomération nantaise qui se sont mis en grève cette semaine pour demander à l'État l'interdiction d'Uber. Et on écoute justement ces artisans taxis. Soit il y a des règles et tout le monde les suit, c'est ce que font actuellement les taxis, ou soit tout le monde fait ce qu'il a envie de faire. Et aujourd'hui, Uber, c'est ne pas avoir de charge, ne pas déclarer ses impôts, de rien faire du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux me mettre au RSA et le week-end en même temps travailler pour Uber Pop. Il faut comprendre que les gens ont acheté une licence, qu'on paye des charges, que tous les jours on a un droit de stationnement et tout. Donc à nous, il faut nous protéger, voilà, et protéger notre travail. Alors c'est vrai que ces protestations semblent légitimes. Pour autant, on a le droit de s'interroger sur la qualité du service taxi proposé sur Nantes. Ouais, sur les réseaux sociaux cette semaine, les critiques pleuvent, les témoignages ne manquent pas pour dire la difficulté d'avoir un taxi à certaines heures de la journée et à certains endroits stratégiques de la ville, comme par exemple à la gare. Depuis 6 mois, 12 000 personnes ont cherché à télécharger l'appli Uber à Nantes. Selon la direction américaine, c'est la preuve que son service répond à un besoin réel auquel les taxis ne répondent pas. En tout cas, pour l'instant, ils ne répondent pas. Toujours est-il qu'ils ont obtenu gain de cause, puisque ce mardi, la préfecture a publié un arrêté pour interdire l'activité Uber Pop sur la ville de Nantes. On passe à STX avec des commandes confirmées pour les chantiers de Saint-Nazaire. Selon nos confrères de mer-et-marine.com, le croisiériste américain Royal Caribbean vient de confirmer la commande de 2 nouveaux paquebots, plus petits que la série des Oasis. Ils sont destinés à la filiale de Royal Caribbean, la filiale haut de gamme de ce croisiériste qui s'appelle Celebrity Cruises. Un contrat de près d'1,2 milliard d'euros, livraison prévue en 2018 et 2020. Pas d'enthousiasme excessif du côté de la direction d'STX à Saint-Nazaire. Le montage financier de ces 2 commandes n'est pas totalement bouclé. Une ministre en balade à Couéron. En balade, je ne sais pas si c'est le cas. En visite en tout cas. Voilà, en balade peut-être, en visite en tout cas c'est sûr. Ce mercredi, Carole Delga, la secrétaire d'État au commerce, à l'artisanat, à la consommation et à l'économie sociale et solidaire, est en visite chez Delta Meca, une PME de mécanique industrielle qui a la particularité d'être devenue la première scope d'amorçage en France. C'est quoi ça, scope d'amorçage ? C'est un dispositif qui est entré en vigueur le 1er janvier dernier et qui facilite la transmission d'une scope aux salariés. Les 31 employés de Delta Meca candidats à la reprise ont un délai de 7 ans pour réunir la majorité du capital. C'est une première en France. Et puis on termine, Yannick, avec un sondage sur la vulnérabilité financière des Français, sondage réalisé pour Audencia, l'école de management, et Banque Populaire. Oui, c'est un sondage BVA réalisé en mai dernier auprès d'un échantillon représentatif d'1 millier de personnes. Que nous dit-il ce sondage ? Eh bien, que les femmes prennent généralement en charge les dépenses courantes du ménage ou la décision de mettre de l'argent de côté. Et ça vous fait rire, ça vous adorez ça. J'attends la suite. Les hommes, eux, s'occupent davantage de la déclaration d'impôts ou de la gestion de produits bancaires plus élaborés. Le sérieux. Voilà. Autre enseignement, et ça c'est moins drôle, c'est la persistance d'une anxiété vis-à-vis de l'argent. 58% des Français sondés se disent inquiets quand ils pensent à leur situation financière. On enchaîne tout de suite avec la rubrique Objectif Emploi.
La maison de l'emploi de la métropole nantaise a un nouveau site dans le quartier Malakoff. Il a ouvert en avril dernier, mais c'est cette semaine qu'il est vraiment lancé avec une semaine complète d'animation, des ateliers thématiques avec des témoignages sur différents métiers, l'hôtellerie-restauration, la propreté, la petite enfance, des séances spéciales pour se préparer aux entretiens d'embauche et vendredi, une matinée de recrutement, comme nous l'explique Jérôme Perron, le responsable du site. Vendredi matin, nous avons du recrutement direct avec 2 entreprises qui viennent. Ce sont 2 entreprises intérim qui viennent sur des offres réelles pour recruter justement des candidats sur les offres qu'ils nous ont fournies en début de semaine, qui sont affichées sur le site. Et donc voilà, les personnes peuvent venir dès aujourd'hui regarder les offres, commencer à préparer leur lettre de motivation, leur CV, pour justement vendredi matin être avec les recruteurs et mettre toutes leurs chances de leur côté. Nous avons jeudi après-midi également une importante demi-journée de détente et de relaxation. Parce qu'on sait que passer un entretien d'embauche, c'est pas facile. Donc on propose aux gens de venir se détendre. Et nous avons des masseuses qui viennent masser tout l'après-midi à titre gratuit. Nous avons un atelier de gestion du stress et de look et d'image de soi. Plus d'infos, si vous voulez, sur le site de la Maison de l'Emploi, c'est maisondelemploi en un seul mot.org. On passe au reportage de la semaine et vous nous emmenez à Guérande. Oui, dans une entreprise qui est peut-être la plus ancienne entreprise familiale de Loire-Atlantique, 140 ans cette année, la maison Cholet, spécialisée dans le négoce de bois depuis 6 générations. C'est la 6e génération Cholet qui est aux commandes de l'entreprise aujourd'hui. Et on remonte le temps dans ce reportage de Simon Fray. François Cholet tient dans ses mains l'histoire de son entreprise, mais aussi celle de sa famille, contenue dans ses livres de comptes, tous signés de la main d'un de ses aïeux et datant pour certains de la fin du 19e siècle. Lui fait partie de la 5e génération intégrée dans ce négoce de bois, champion de la longévité. À l'échelle des 140 ans, et y compris du coup évidemment dans le siècle entier pendant lequel je n'étais pas encore né, connu pas mal d'aventures et d'accidents. Elle est toujours là, et ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est que la mode est vraiment au bois. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a vécu 140 ans, qui a survécu au parpaing, à la brique, à tout ce qu'on peut imaginer en matière de construction alternative qui sont plus basées sur le ciment. Voilà, c'est le moment de se dire vraiment maintenant, on est plus que jamais en fait en matière de construction à la mode, à la pointe. C'est dans ce hangar, face au rempart de Guérande, que l'aventure a débuté en 1875. 10 ans après le déménagement, ce patrimoine reste protégé. 3 hangars, il y en avait un comme ça, un comme ça. À 78 ans, Jacques Cholet a dirigé pendant plus de 40 ans ce négoce de bois. Il se souvient des évolutions à son arrivée dans l'entreprise. J'ai assisté à l'arrivée des premiers élévateurs. Je faisais tout à la main. Dès que je suis arrivé, j'ai dit bah oui, mais il faudrait peut-être se mettre au goût du jour. Les parents étaient un peu, bon, effectivement, ils avaient envie qu'il arrive justement pour avoir un jeune qui fonctionnait un peu différemment, quoi. Alors on a commencé par avoir des élévateurs, et puis après, petit à petit, ça a évolué. On a l'informatique, tout ça, tout s'est fait tranquillement, quoi, comme dans toute entreprise, quoi. Avec 20 salariés et 6 millions € de chiffre d'affaires, Cholet Bois veut développer son offre pour les particuliers. L'objectif, se maintenir à Guérande encore 140 ans au moins. La suite du 18h Éco, c'est bien sûr la séquence invitée. Nous recevons cette semaine Patrick Schepp, PDG d'Europe Technologies. Bonjour. Bonjour. Bonjour Patrick Schepp, vous avez 50 ans, 51 ans en août prochain pour être précis. Vous avez obtenu votre diplôme d'ingénieur à Polytech Nantes, complété ensuite par un doctorat à l'école centrale. À l'époque, vous travailliez pour Airbus. Alors, votre père était chauffeur de taxi et durant votre jeunesse, vous dites que vous aviez l'habitude de mettre les mains dans le cambouis au sens propre. C'est exact ? C'est bien ça. Il fallait que le taxi tourne. Alors, c'est le sujet un peu du jour. On n'ose pas. Mais il était à son compte. Mon père était à son compte. Donc, on n'avait qu'un taxi pour faire vivre la famille. Et j'ai passé des nuits à réparer les moteurs avec lui pour que le taxi tourne la journée. On ne se posait pas le problème d'heure. Il fallait que ça tourne. Et ça a suscité peut-être votre vocation industrielle ? Oui, je pense que la mécanique, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Le bon sens pratique. La mécanique, c'est un socle d'apprentissage pour savoir faire.
Après, on peut comprendre les phénomènes mis en jeu par la formation, on peut comprendre la théorie, etc. Mais la pratique, c'est une bonne base pour comprendre. Un mot sur le conflit des taxis, les taxis dans la rue face à l'appli Uber. Je pense que moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'on commence à s'apercevoir, pour beaucoup de gens, que la modélisation, c'est pas que l'industrie, c'est tout. Évidemment, à chaque fois que ça arrive dans un secteur, ça fait pas du bien. Et on comprend un peu la ruine des taxis qui sont pas à armes égales par rapport à d'autres systèmes. Bon, maintenant, ce qu'il faut se dire, il faut juste essayer d'accompagner le mouvement de transformation, parce que, à mon avis, je crois pas que le système s'arrêtera. La modélisation, elle est là, Internet est là. Et c'est aider justement les taxis. Accompagner plutôt que s'opposer. Je pense que oui. Alors c'est vrai que je comprends parce que j'ai connu par mon père les histoires de coûts de licence qui sont prohibitifs. Mais 175 000 € environ sur Nantes. Alors il y a sans doute un problème de coût de licence, ça c'est certainement, parce que dans la charge d'exploitation ça pèse, mais il faut accompagner. À mon avis, il n'y a pas le choix. Alors vous n'êtes pas chauffeur taxi, hein. Vous avez créé une première entreprise industrielle en 93, la société Sonate, et de fil en aiguille, de rachat en rachat, vous construisez le groupe Europe Technologies en 1998. C'est une holding qui chapeaute l'ensemble de vos activités. Vos clients sont dans tous les grands domaines de l'industrie, l'aéronautique, l'agroalimentaire, l'automobile, le nucléaire, la défense. Un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros, 330 salariés. Europe Technologies, basée à Carquefou, c'est une ETI, une entreprise à taille intermédiaire. Pour compléter cette présentation succincte, vous produisez quoi exactement ? Concrètement, le point de départ, c'était de penser qu'il fallait de plus en plus maîtriser les matériaux, puisqu'on veut des pièces plus légères, c'est à l'ordre du jour, plus léger, donc moins coûteux en exploitation, moins coûteux en déplacement. Pour avoir des pièces plus légères, il faut maîtriser la matière et éventuellement la renforcer. Et le point de départ, c'était vraiment d'imaginer des technos pour renforcer la matière. Et ensuite, on est devenu, en tout cas, on essaye d'être expert dans quelques domaines. Alors, le traitement de surface des matériaux, l'assemblage par soudage, le perçage et l'usinage. Et avec ce socle-là de compétences autour des matériaux procédés, moi j'ai pensé que la meilleure solution pour une entreprise pour qu'elle perdure, c'était de diversifier. Être diversifié, c'est avoir plusieurs clients dans différents secteurs. Et puis aujourd'hui, c'est surtout aussi d'être à l'export. Mais pour ça, il faut avoir des produits et des process différenciants. Mais on a un socle de prod. On est des mécanos en plus. Donc on fabrique ce qu'on conçoit. On conçoit ce qu'on fabrique, majoritairement. Ça paraît être du bon sens, mais c'est plutôt pas mal de faire ça. Comme ça, on progresse. Et ainsi de suite, on a été obligé, puisqu'on a des ateliers de mécanique assez importants, de produire aussi des pièces pour nos clients. On produit des pièces avions, voilà. Quelques séries de pièces avions, ou quelques outillages, ou quelques machines spéciales, mais qui mettent en œuvre nos procédés. Vous êtes au cœur de l'industrie française. Je veux dire par là, on a bien compris avec ce que décrivait Yannick que vous travaillez avec les grands noms. Oui. Vous êtes un acteur important, clé. Alors, clé important, tout est relatif, c'est bon par rapport à quoi. Disons qu'on est un acteur qui se défend et qui essaye à chaque fois de se projeter avec une vision à 4-5 ans. Et de se dire... de ce point de vue-là, vous êtes un observateur un peu privilégié de l'évolution de l'industrie. Par rapport à votre première question, justement, c'est pas en étant contre... Moi aussi, je suis comme tout le monde, je préfère aussi les 30 Glorieuses. Je pense qu'on est tous d'accord. Mais c'est fini. Mais c'est fini. Alors, soit on essaye de faire en sorte de s'adapter... En étant optimiste, en faisant un peu ce qu'il faut et en n'ayant pas peur, parce qu'il y a ça, la peur est souvent là, ou alors on essaie de lutter contre, mais ça, j'y crois plus. Aujourd'hui, on est un petit pays dans le monde, et l'atout qu'on a, c'est l'innovation. Et on est assez fort en France pour innover. Ouais. Alors justement, et vous aussi. Vous innovez, c'est vous consacrez 10 à 15% de votre chiffre d'affaires à la R&D, recherche et développement. C'est l'atout, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui pour exister dans cette mondialisation dont vous parlez ? Je pense que l'innovation, alors elle n'est pas que techno. Nous, c'est vrai qu'on est très mécano, très technicien. On a une vue souvent très, très étroite du monde par la technique. Donc majoritairement, nos innovations sont technologiques. Donc on a on a une quinzaine de brevets dans le monde, etc. Mais il y a l'innovation aussi d'organisation, savoir s'associer avec d'autres pour faire plus fort. Nous, dans le monde, on me dit toujours c'est très compliqué, il y a des problèmes de culture, des différences de culture. Et en fait, ce qui est performant au bilan, c'est de savoir aussi innover dans le rapprochement des cultures pour que ça soit gagnant-gagnant. Pas aller dans un autre pays pour uniquement... en tirer un maximum de profit, ça ne dure pas très longtemps. Ça dure un petit peu, pas longtemps. Nous, on essaie plutôt de combiner des savoir-faire communs
De vous différents s'associer pays. avec des partenaires à l'étranger, dans d'autres pays, pour être plus fort dans ce pays en question. Exactement. Et ça fonctionne, ça marche? Nous, on a une sorte de joint venture au Japon depuis presque 15 ans, donc avec des Japonais, que des Japonais là-bas. Et aux États-Unis, on a créé une filiale près d'Atlanta, où il n'y a que des Américains. C'est vraiment à nous de nous adapter au pays où on va, quoi. Est-ce que ce discours-là sur l'innovation a séduit Emmanuel Macron quand vous l'avez rencontré, le ministre de l'économie dernièrement vous avez pu le... Oui, il était à Nantes, Voilà. effectivement, il y a une quinzaine de jours pour lancer l'industrie du futur. Avec l'innovation au cœur, Oui. très clairement dans son discours. Donc, complètement. est-ce que l'un et l'autre, vous êtes Oui, compris? alors, Est-ce que son discours vous a convaincu? Alors, j'ai eu la chance, en fait, d'être partenaire de Daher sur pas mal de projets. Donc, il a été reçu chez Daher, effectivement. L'équipementier aéronautique. Voilà. Et franchement, son discours, en quelques mots, ça sonne vrai. Je pense qu'il essaye. Je pense qu'il a bien compris la problématique économique. Il est plutôt du côté économiste. Donc, il a bien compris. Il essaye de mettre des mesures. Après, la difficulté qu'il y a, c'est de les appliquer, de les mettre en œuvre par rapport à des carcans alors social. Il y a toujours un tas de bonnes raisons historiques de surtout rien changer. Mais encore une fois, je pense qu'on n'a pas le choix. Et moi, vu de ma fenêtre, il y a des mesures très bonnes. Il y en a une, par exemple, de l'idée de l'amortissement sur un an de 140 000 €. C'est un avantage fiscal qui c'est va un accorder super aux avantage. entreprises qui acceptent Bien sûr. d'investir. C'est trop court, parce qu'un an, à mon avis, il aurait dû... Vous demandez encore plus. Je pense qu'un an, c'est court, parce que vous investissez dans des machines qui parfois demandent 8 à 10 mois de réalisation. Donc, on n'a peut-être pas le temps d'utiliser pleinement le système qu'il propose, qui doit inciter à investir. Parce que dans les faits, quand même, au bilan, moi, ce que je crois, c'est qu'on s'en sort mieux quand on a moins peur et qu'on investit. Alors, c'est facile à dire, ça. Il faut être aussi relativement forme pour le faire, que d'imaginer que j'attends absolument d'avoir le marché. Parce que quand on attend trop, finalement, ça ne vient pas vraiment. Il faut être un peu proactif. Et il va un peu dans cette logique, je trouve. Et donc, vous êtes dans une démarche, effectivement, d'aller investir, pourquoi pas, en Chine, en Asie en tout cas. Vous étiez présent lors de la visite de la délégation chinoise il y a quelques mois sur Nantes. Oui, Shandong. Oui, c'est Voilà. ça. On vend quelques machines en Asie, on vend en Russie, en Inde, en Chine. Et c'est vrai que ce qu'attendent les clients, c'est des choses différentes. Voilà, je vous fais Merci. signe parce que c'est fini, Patrick Chaib. Alors, on est obligé de s'arrêter, mais vous reviendrez, on le dit souvent, ça. Merci à vous. Merci beaucoup, C'est moi qui vous Yannick. À remercie bientôt. d'avoir reçu. Le 18h Éco vous a été présenté par Elite Organisation, cabinet référence pour faciliter vos démarches en ligne et améliorer vos performances.